Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, 2 personnes légèrement blessées suite à la chute d'un rocher à l'entrée de la grotte de Jaïta au nord de Beyrouth. Les forces de sécurité ont ouvert une enquête. La deuxième session de la 21e séance de dialogue national, c'était ce midi à Ain Tiné. Les participants ont examiné la proposition du président du Parlement, Nabi Berri, qui suggère l'établissement d'un Sénat. 2 mois après son arrivée au Brésil, la flamme olympique débarque à Rio, la ville hôte de ces JO 2016. Mais avant de débuter ce journal, ces images impressionnantes. Un avion de la compagnie Emirates a eu ce mercredi à la mi-journée un accident à l'atterrissage à l'aéroport international de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Aucune victime n'est à déplorer. Tous les passagers ont été évacués sains et saufs. L'appareil, un Boeing 777, comptait 275 personnes à bord et était en provenance d'Inde. Tous les décollages et les atterrissages ont été suspendus. On ignore pour l'instant les raisons de l'accident. Première compagnie aérienne du Moyen-Orient, Emirates dessert plus de 153 destinations. Je vous disais en titre, 2 personnes ont été blessées ce mercredi suite à la chute d'un rocher à l'entrée de la grotte de Jaïta au nord de Beyrouth. Les blessés transportés à un hôpital de la région sont de nationalité irakienne. Leurs blessures ne sont pas graves, annonce la Croix-Rouge libanaise. Les forces de sécurité ont ouvert une enquête. Le 23 janvier dernier, un touriste égyptien avait péri noyé suite à une bousculade survenue dans la barque transportant les touristes. La deuxième session de la 21e séance de dialogue national, c'était ce midi à Ain Tiné, une séance entamée mardi et qui s'étend sur 3 jours. Au menu des débats, les dossiers de l'élection présidentielle et de la loi électorale. Ce mercredi, les participants ont examiné la proposition du président du Parlement, Nabi Berri, qui suggère l'établissement d'un Sénat. Mardi dernier, le dialogue national a abouti à une entente de principe autour de 2 points fondamentaux. La consécration de la constitution de Taïf et la primauté de l'élection présidentielle par rapport à l'élection législative. La véritable issue à la crise politique au Liban est le respect de la Constitution et l'élection d'un président de la République. Déclaration ce mercredi des évêques maronites à l'issue de leur réunion mensuelle à Diman, la résidence estivale des évêques. Selon les prélats, le nouveau président devrait pouvoir reconstituer l'État sur des bases solides et faire adopter une loi électorale qui garantisse une bonne représentation. Les évêques ont par ailleurs salué à l'occasion de la fête de l'armée l'institution militaire et ses efforts pour la préservation de la sécurité nationale. Dans le reste de l'actualité, les combats se poursuivent au sud d'Alep, en Syrie, 48 heures après le début de l'offensive lancée par plusieurs groupes de la rébellion. L'objectif est de desserrer l'étau formé par les forces pro-Bachar el-Assad autour des quartiers tenus par les rebelles. Mais cette offensive est ralentie par les bombardements de l'aviation russe. Un groupe humanitaire syrien a par ailleurs accusé aujourd'hui un hélicoptère non identifié d'avoir largué dans la nuit des bonbonnes de gaz toxiques au-dessus de la ville de Sarakeb. C'est dans la province d'Idleb. Julie Chouteau nous en dit plus. Des jeunes hommes qui visiblement suffoquent. Ces symptômes ressemblent à ceux d'une intoxication chimique. Ces images très dures sont fournies par la défense civile dont on reconnaît le logo. Selon cette organisation humanitaire proche des rebelles, ces bénévoles seraient ici en intervention à Sarakeb ce lundi. Pour les rebelles qui tiennent la ville, pas de doute, c'est à coups de chlore qu'un hélicoptère du régime a bombardé les habitants. Une information non confirmée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Sarakeb, Atareb, 2 villes du sud-ouest d'Alep qui depuis 2 jours sont les cibles des bombardements du régime et de ses alliés. La lâche aviation russe a visé le marché d'Atareb pour la seconde fois avec 2 missiles. Comme vous le voyez, ils ont détruit ces magasins, ont blessé plusieurs personnes et tué 9 personnes. 2 jours de frappe pour tenter de freiner l'avancée de l'opposition dans la région. Depuis ce week-end à Alep, avec leurs alliés djihadistes, les rebelles mènent leur plus grande offensive depuis 4 ans. Objectif, approvisionner les quartiers est d'Alep qu'ils tiennent depuis 2012. Une bataille de la dernière chance pour briser le siège du régime qui dure depuis presque 3 semaines.
Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. En Afrique du Sud, 26 millions de Sud-Africains sont appelés aux urnes ce mercredi pour élire leurs maires et conseillers municipaux. Cette élection est locale à valeur de test national pour l'ANC, le parti majoritaire qui apparaît affaibli dans les sondages. 22 ans après la chute de l'apartheid et l'avènement de la démocratie, beaucoup de Sud-Africains reprochent à l'ANC de ne pas avoir fait assez. L'opposition compte bien en profiter pour s'imposer dans plusieurs municipalités. Inès Olagaray. C'est un scrutin à risque pour l'ANC. Alors, au moment de voter, Jacob Zuma essaie de détendre l'atmosphère. Waking up tomorrow in an ANC municipality? I think so. I absolutely think so. Pour ces élections municipales, tous les regards se tournent vers trois villes, Johannesburg, Pretoria et Port Elizabeth. Ces trois métropoles pourraient bien tomber aux mains du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique de Mmusi Maimane. Je crois que nous sentons le vent du changement souffler sur le pays. J'appelle tous les Sud-Africains à venir en nombre, à voter pour le changement, parce que le vote est le meilleur moyen de changer le gouvernement. 26 millions d'électeurs sont appelés à voter. Parmi eux, beaucoup de déçus de l'ANC. Le parti est affaibli depuis plusieurs mois par des scandales de corruption. Et pour la première fois depuis 1994 et la fin de l'apartheid, le parti au pouvoir pourrait connaître un revers historique. C'est la première fois que l'on peut confronter l'ANC à la réalité. Ils nous ont donné notre liberté et maintenant c'est comme s'ils avaient le droit de n'en faire qu'à leur tête. C'est l'occasion de remettre les choses à leur place. Selon les sondages de l'Institut Ipsos South Africa, c'est à Port Elizabeth que l'opposition a le plus de chances de l'emporter. Dans cette ville portuaire, le chômage atteint les 36%, soit 10 points de plus que la moyenne nationale. Dans le reste de l'actualité internationale, la maladie du charbon ou anthrax a contaminé au moins 21 personnes en Sibérie et a causé la mort d'un garçon de 12 ans. Le retour de cette bactérie dans le nord de la Russie est dû aux fortes chaleurs inhabituelles dans la région et à la fonte du permafrost. Léla Sali nous en dit plus. Ils réunissent leurs affaires avant de lever le camp. Ces nomades n'ont pas d'autre choix que de fuir. La menace vient du sol. La fonte des glaces a libéré une bactérie mortelle, responsable d'une épidémie d'anthrax dans la région de Yamalo-Nenets. Un garçon de 12 ans en est mort. Des dizaines de personnes ont dû être hospitalisées à Salekard, la capitale régionale. Je suis inquiet pour mes enfants et moi. En fait, je ne sais pas vraiment comment réagir dans cette situation. Nous devons garder notre calme et ne pas paniquer. Selon les autorités, l'été anormalement chaud dans la région aurait provoqué l'épidémie. Les températures ont dépassé les 35 degrés pendant plusieurs jours. Les glaces du Grand Nord ont fondu, libérant des spores d'anthrax présents naturellement dans les sols. C'est par la viande de renne, consommée en grande quantité par ces peuples nomades, que la contamination aurait eu lieu. L'anthrax peut être soigné grâce à des antibiotiques, mais ils doivent être pris très rapidement. L'anthrax, comme beaucoup de maladies, se développe rapidement. La mort pourrait survenir dans les 3 à 4 heures suivant les premiers symptômes. Le dernier cas recensé dans la région remonte à 1941. La maladie s'appelait alors la peste sibérienne. Pour empêcher la propagation de l'épidémie, 200 spécialistes ont été envoyés pour décontaminer la zone. La Corée du Nord tire un nouveau missile en mer du Japon, une apparente démonstration de force contre le déploiement au sud d'un bouclier antimissile. Ce nouveau tir, qui constitue une nouvelle violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, intervient à quelques semaines du lancement de nouveaux exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud. 2 mois après son arrivée au Brésil, la flamme olympique débarque à Rio, la ville hôte de ces JO 2016. La torche sera allumée vendredi pendant la cérémonie d'ouverture au stade Maracana. D'ici là, elle va déambuler dans toute la ville et parmi les porteurs qui vont se relayer, il y aura Adrian, un jeune franco-brésilien tout juste guéri d'un cancer. Reportage. Il y a des vacances qui ont une saveur particulière. Arrivé de São Paulo avec toute sa famille,
Adrien Lenu, 14 ans, vient à Rio pour réaliser un rêve. Dans 24 heures, il sera le seul franco-brésilien à porter la flamme olympique. De quoi donner envie à ses amis. Ils étaient impressionnés. Et j'ai une prof qui m'aime beaucoup, qu'elle était même émue quand elle a su ça. Pas la peine de devoir choisir entre le maillot de la France ou celui du Brésil. L'uniforme lui sera remis au dernier moment. Rendez-vous est donné à 21h demain soir. Allô? Et pas question d'être en retard. Ah, elle voulait confirmer que je vais bien, je sais l'endroit où on va se rencontrer. Le point de rencontre Oui. Pour porter la torche olympique? Oui. Ah bah on va pas l'oublier maintenant. Non. Maintenant qu'on y est, Cadeau supplémentaire, son père lui a offert des entrées pour le stade N'Génion à quelques mètres de là. Toutes les épreuves d'athlétisme, quand on va voir Usain Bolt, ça va être ici. Il y a un an pourtant, Adrien n'aurait pas imaginé un seul instant vivre tout ça. Atteint d'un cancer très rare, ses chances de survie étaient faibles. Une longue bataille gagnée. Pour son père, Adrien est aussi courageux qu'un grand athlète. Du côté de la famille brésilienne, les supporters sont là, émus. Ah, c'est notre petit qui va porter la torche. C'est lui que l'on célèbre aujourd'hui. Les tantes, les oncles et les cousins ont tous prévu de venir l'encourager le long du périmètre de sécurité. On va faire plus de bruit que tous les autres et on va crier « Adrien, Adrien, Adrien !» Tu sais comment on est à la brésilienne. On va mettre l'ambiance, on est tellement contents. Demain soir, sur son passage, les drapeaux brésiliens et surtout français flotteront dans l'air. Les batteries d'appareils photo sont déjà prêtes. Le rêve d'Adrien ne durera que quelques minutes seulement. Mais ses parents ont promis de le rendre éternel. Et les sportifs français continuent d'arriver au Brésil. Au cœur du groupe France, l'ambiance est plutôt détendue. Regardez. Jour après jour, la délégation tricolore s'étoffe au sein du village olympique. Aujourd'hui, ce sont les joueurs de rugby à 7, emmenés par Virimi Wakatara, qui s'imprègnent de cette ambiance brésilienne. Petite cérémonie de bienvenue pour accueillir aussi les joueurs de tennis français, Joe Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, en quête de médaille olympique. Au cœur du groupe France, l'ambiance est plutôt détendue. On est bien, on est plusieurs, on est sympa, on est en groupe, on est en équipe. C'est un petit appart sympa. Franchement, on est bien. On est bien. Autre lieu, autre atmosphère, au cœur de la favela de Rocinha, au centre de Rio, les judokas tricolores avaient rendez-vous avec une centaine de jeunes Brésiliens. Entre envie et impatience, les athlètes français se sont offerts une petite répétition plutôt conviviale. Belle fraternité avant les compétitions. Loïc Pietri savoure ce moment privilégié. Il y a un gros contraste entre le côté un peu toutes les grandes marques, l'argent, faut le dire, voilà, l'argent du village, et là ce côté un peu pauvre du Brésil avec tous ces jeunes qui viennent des favelas, qui viennent faire du sport. C'est bien de voir ça aussi, je pense. Du fait qu'ils aient fait le déplacement pour nous rencontrer, j'espère qu'ils auront envie, qu'on leur donnera envie pour plus tard de faire de belles choses. Les rameurs tricolores sont eux aussi tout à fait sereins dans la baie de Rio. Avant le début de la cérémonie d'ouverture, ce sera pour vendredi à 23h, heure française. Un sourire bien dangereux, de la lave s'échappant d'un volcan à Hawaï a pris la forme d'un visage souriant, vous allez le voir. Ce volcan est en éruption continue depuis 1983, ce qui en fait l'un des plus actifs au monde selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Pour la première fois depuis 2013, la lave a coulé jusque dans les eaux de l'océan Pacifique à la fin juillet. À cette occasion, les autorités ont utilisé leur compte Facebook pour prévenir les touristes de ne pas s'approcher, même si le spectacle est très impressionnant. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 2 personnes légèrement blessées suite à la chute d'un rocher à l'entrée de la grotte de Jrita au nord de Beyrouth. Les forces de sécurité ont ouvert une enquête. La deuxième session de la 21e séance de dialogue national, c'était ce midi à Aïn-Tiné. Les participants ont examiné la proposition du président du Parlement, Nabi Berri, qui suggère l'établissement d'un Sénat.
Et 2 mois après son arrivée au Brésil, la flamme olympique débarque à Rio ce mercredi, la ville hôte de ces JO 2016. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez Philippine de Clermont-Tonnerre à la barre des 2 prochains JT. À très bientôt.